Bonjour, vous êtes bien dans le Powerful African Women, le POW Podcast. Le podcast qui va vous permettre de mettre en valeur la POW qui sommeille en vous. Je suis Aïssatou. Je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'importance de la gestion des finances et explorer les principales pistes de réflexion sur ce sujet en les illustrant par nos expériences avec notre invitée Aïcha. Nous discuterons de ces sujets, partagerons nos expériences et défendrons chacune nos points de vue. En fin d'émission, nous vous présenterons également nos recommandations. Donc, restez à l'écoute. Et bon podcast! Bonjour et bienvenue dans le POW Podcast. J'espère que vous et vos proches vous portez bien et que le déconfinement vous a fait du bien. Alors, quoi de nouveau dans POW? Nous avons fixé la date de notre prochain book club. Rendez-vous le dimanche 28 juin pour parler du livre du mois, Becoming, par Michelle Obama. Et ce mois-ci, nous avons également lancé notre page LinkedIn. Rejoignez-nous en tapant Powerful African Women sur la barre de recherche LinkedIn. Vous pouvez rejoindre notre programme de mentoring, le POW Mentoring Programme. Vous avez envie d'accompagner une étudiante ou une lycéenne dans ses choix professionnel, ou vous souhaitez vous-même être accompagné par quelqu'un qui a plus d'expérience dans votre domaine, c'est très simple. Rendez-vous sur nos sites internet www.powerfulafricanwomen.wordpress.com et remplissez le formulaire d'inscription. Commençons donc cet épisode, comme vous le savez maintenant, par la présentation de notre invité. Il est temps, invité du jour, de te présenter en faisant ressortir la POW qui sommeille en toi. Alors, je vais te poser 5 questions et tu vas y répondre très facilement. Alors, la toute première, quelle est ton identification POW, c'est-à-dire comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle pendant le podcast? Vous pouvez m'appeler Aïcha, qui est mon vrai prénom en fait. Enchantée Aïcha, même si je te Enchantée, connais très bien. Aïcha. Deuxième question, quel est ton pays d'identification POW, c'est-à-dire le ou les pays auxquels tu te sens le plus rattaché? Alors là aussi c'est facile, d'abord le Sénégal, c'est le pays où je suis née et où j'ai grandi. Et puis aussi le Cameroun parce que c'est le pays d'origine de ma mère et je suis allée en vacances plusieurs fois et voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup et du coup ce serait les deux. Oh nice, actually. Ok. Quel est ton objectif POW, c'est-à-dire quel est ce à quoi tu aspires? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Alors ce que j'aimerais accomplir, évidemment c'est pas quelque chose que je peux faire en solo, mais ce serait l'éducation pour tous au niveau mondial. Parce que vraiment je trouve que en fait l'éducation c'est un droit humain. Pour moi c'est inadmissible que même aujourd'hui, bon à commencer par l'Afrique bien sûr, qu'il y a encore des endroits où les gens savent pas lire, écrire ou compter. J'arrive même pas à m'en rendre compte en fait. Pour moi c'est juste la base. Du coup si je pouvais accomplir ça au niveau mondial, ce serait vraiment l'objectif ultime. Waouh, Amazing. un vrai objectif POW. Ensuite, quel est ton parcours académique ou ta carrière, si tu as déjà commencé à travailler? Alors ouais, vite fait, commencer à travailler. Je viens de sortir d'école d'ingénieur. Donc j'ai fait le lycée français à Dakar. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs Aïssatou. Nice. Et après ça, je suis allée en classe préparatoire maths physique. Donc je pense que pour ceux qui habitent pas en France, ils connaissent pas forcément. C'est vraiment quelque chose de très français, la prépa. Puis je suis entrée en école d'ingénieur. Donc j'y ai passé 4 ans parce que j'ai aussi fait une année de césure. Et je viens de finir il y a même pas 3 mois. Et aujourd'hui, je travaille comme product owner dans la Digital Factory d'un grand groupe français. Waouh. Amazing. Ah oui, pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas très familiers avec le métier de product owner, c'est juste un métier qui consiste à faire de la gestion de projet digital, grosso modo. Et dernière question, quels sont tes loisirs ou qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Alors, en ce moment, à la Kizomba, c'est compliqué, mais en temps normal, c'est un de mes temps libres. Avec le Covid, bon, on va revoir les ambitions, hein. Mais sinon, j'aime bien faire un peu de sport. J'ai commencé récemment le yoga, du coup, pendant le confinement aussi, et je suis trop contente d'avoir Attends, commencé. il y a 3 yoga addicts là quand même, hein. Le yoga, c'est quand même la base, hein. Quand on commence, on Franchement, c'est comprend. bien. Franchement, c'est addictif. C'est exactement ça. Et puis bien sûr, il y a aussi YouTube où je passe beaucoup d'heures, on va dire, entre les vidéos de danse, les vidéos de voyage, les vidéos un peu plus business oriented. Enfin, il y a plein de trucs qui m'intéressent sur YouTube, j'adore, vraiment. Wow. Ok. Ok, merci Aïcha. Ok, so now on va passer au Fireside Chat Questions. Le but c'est que je vais juste te poser quelques questions et il faudra que tu répondes assez rapidement et on va te donner peut-être 1 minute à 2 minutes pour que tu puisses expliquer ton choix de réponse. Alright. Ok, Je suis so prête. première question. Actually, séance de yoga ou séance de kizomba? Kizomba. Ok, Wow. why? Pourquoi? Parce que juste la danse, c'est quelque chose. Enfin, tous les gens qui aiment danser pourront le comprendre tellement facilement. C'est juste
tu en ressors vraiment, mais avec une telle sensation de bonheur quand tu vas danser et surtout quand t'as un bon partenaire. Oh my God. Actually, c'est vrai. Septième ciel. C'est vrai, parce qu'une fois, j'ai fait une séance de bachata et franchement, tu as raison. Like, si tu as un bon partenaire, ça aide beaucoup. Mais si tu as un partenaire juste qui fait 1, 2, 1, 2, like, des pas super belles, j'ai l'impression que ça crée un moment bizarre. Anyways, deuxième question. Tu es lève-tôt ou oiseau de nuit? Ah, lève-tôt. Ok. Sans hésiter. Pareil. Franchement, je confirme. Ouais. Pareil. Question 3. YouTube ou Instagram? Ah, YouTube, quand même. La base. Ok, pourquoi? Parce que YouTube, j'ai l'impression de vraiment pouvoir déjà cibler ce que je veux apprendre et je peux trouver du contenu sur n'importe quel sujet. Maintenant, c'est devenu une plateforme tellement énorme que on peut apprendre n'importe quoi sur YouTube, même des choses qui peuvent nous servir dans la vie professionnelle, même comment savoir monter une entreprise, même comment savoir gérer un podcast. Enfin, tout est sur YouTube aujourd'hui. Pour moi, c'est juste énorme cette plateforme. Yeah, c'est vrai, merci. Quatrième question, on va dire, quel est ton légume favori? L'aubergine. Ok. C'est un légume que j'aimais pas quand j'étais petite, mais aujourd'hui, j'adore. Franchement, j'ai redécouvert l'aubergine, guys. On lui a mis en fait cette question parce que Aïcha était végane et elle est maintenant végétarienne. Elle a switch. Elle a besoin de produits laitiers. Exactement, et les œufs. T'as sûr? Non, c'est la base. Donc, je te comprends. Moi, franchement, je peux même pas être j'ai essayé d'être végétarienne pour une journée. Le mouton m'appelait, je peux pas, en fait. Moi, Can't. c'est le poulet. Non, moi, c'est même pas. Chacun sa viande. C'était même pas pour le manque d'aliments, si tu veux. C'était plus juste l'aspect social du truc, où ça devenait très compliqué d'aller au resto ou d'aller chez les amis et tout. Quoique, au fil des années, c'est de plus en plus facile, hein, et de pouvoir trouver des plats adaptés au régime vegan, tout simplement. Donc, ouais, j'ai un peu give up. Hein, Prochaine question. Elon Musk ou Madame C.J. Walker? Oh là 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 là. Mais pourquoi vous m'avez pas arrangé comme ça, là? Moi, je comprends pas. Moi, je croyais que c'était un truc amical. Mais justement, that's the whole ça l'est. Ok. Je vais dire Elon Musk, juste parce que je connais mieux son histoire, malgré moi. J'ai honte de le dire, hein. Je connais l'histoire de Madame C.J. Walker. Je connais pas, si vous voulez, toutes les épreuves qu'elle a traversées pour en arriver là où elle en est arrivée. Et elles ont dû être nombreuses, hein. Mais Elon Musk, je sais tout ce qu'il a fait. Et le fait de s'être auto-appris plutôt à coder à 10 ans. Il a fait des trucs de ouf. Du coup, sur cette base, je vais juste dire Elon Musk. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Et le gars est quand même CEO de 5 entreprises. Hein. Je t'assure, en fait, he's amazing. Merci beaucoup Aïcha. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices connaissent un peu plus qui tu es, ton parcours, tes préférences. Nous allons passer à la deuxième partie qui sera toute la suite du podcast sur le sujet que tu as choisi qui est gérer ses finances, planifier sa vie. C'est un sujet que nous avons trouvé, on va dire, que tu m'as proposé lors de nos discussions et on a souvent ce genre de discussions autour de thématiques similaires. Et donc pour embrayer, je vais te poser la première question. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet? Alors moi, depuis que je suis petite, en fait, je vois ma mère tenir ses comptes. Des fois, j'entends aussi mes parents même discuter de gestion des finances ou d'opportunités, je sais pas, d'acheter un terrain. Au Sénégal, on connaît, les terrains, c'est la life. Donc, d'acheter un terrain pour essayer de le transformer en opportunité, peut-être d'investissement ou ce genre de choses. Donc, j'ai toujours été sensibilisée au fait que c'est un sujet important et auquel il fallait s'intéresser. Mais pour autant, on nous l'apprend pas vraiment à la maison, on nous l'apprend pas vraiment à l'école. Et alors que, j'ai vraiment envie de dire, on nous l'apprend pas en école de commerce. Même en école de commerce, même toi qui as étudié littéralement la finance. Fait de la finance. Merci. Et puis là, du coup, comme je vous l'ai dit, je passe des heures sur YouTube et un jour, j'ai commencé à tomber sur des chaînes qui parlaient de ça. Et je me suis dit, mais dang, mais il y a tellement de choses intéressantes à savoir qu'on peut commencer à faire dès maintenant. Plein de trucs accessibles par une app, par n'importe quoi qu'on peut juste télécharger sur son téléphone et... Personne nous le dit, on nous l'enseigne pas, même notre famille nous le dit pas. Et en tant que femme africaine, surtout, on fait probablement partie des groupes les plus touchés par ce manque de renseignements, on va dire. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser la plateforme de Aïssatou et Saran pour parler de finances. Merci beaucoup d'avoir choisi notre plateforme pour en parler. Du coup, pour donner un petit peu de structure, on va dire, à nos auditeurs,
On va distribuer la distribution autour de 5 thématiques. La première, c'est apprendre à connaître ses dépenses. La deuxième, c'est où trouver de l'aide et la connaissance. Ensuite, on va parler du terme de l'épargne, très important. Ensuite, on va, en quatrième partie, parler de l'importance de diversifier ses sources de revenus. Et enfin, à la fin, nous allons parler du mouvement FIRE. Yes. Commençons donc par la première thématique. Pourquoi est-ce que pour toi, Aïcha, ou on va dire comment, parce qu'en soi, si je te demande pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre à connaître ses dépenses, c'est kind of obvious, tu vois. Mais pourquoi pour toi, c'est la base de toute planification efficace? Bah avant, en fait, j'avais un raisonnement qui était totalement erroné, qui était l'essentiel, c'est que j'excède pas ce que je gagne. Donc, je vais juste, ok, ben, je gagne tant par mois et donc il faut juste pas que je sois à découvert, quoi. C'était mon raisonnement de base. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point une petite dépense frivole par-ci, une petite dépense frivole par-là, et à la fin de l'année, ça peut faire des milliers d'euros, genre legit des milliers d'euros. Et ça, c'est des milliers d'euros qu'on aurait pu en fait garder pour des trucs qui nous auraient rendus plus heureux dans la vie. D'ailleurs, j'ai même regardé, surprise, une vidéo YouTube où un gars qui disait que, grosso modo, depuis le Covid, il a plusieurs sources de revenus, mais en fait, il en a perdu une, il a perdu son job principal, mais il dit qu'il a l'impression que ses finances se portent pas beaucoup plus mal, parce qu'il s'est rendu compte qu'il achetait un café tous les matins et il achetait aussi toujours un snack dans la journée et qu'en fait, à la fin du mois, ça lui faisait vraiment du chiffre, quoi, et il s'en rendait même pas compte. Et c'est pour ça que je pense que, en fait, c'est vraiment le point de départ, quoi. Genre, savoir dans quoi on dépense et savoir où est-ce qu'on fait des dépenses qui, des fois, on pourrait éviter, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Une question, comme tu as déjà décidé de planifier et d'épargner, n'est-ce pas, quelles sont les plateformes, quels sont les genres de ressources que tu as recours pour pouvoir vraiment organiser ton mois par rapport à tes dépenses? Alors moi j'utilise Excel, Aïssa tout sait. Aïssa tout c'est la Excel Master. Ouais. Mais il y a plein d'applications vraiment qui permettent de le faire et notamment les néobanques. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des néobanques. Boursorama. Mais il y a Boursorama, il y a Revolut, il y a N26. Ouais. C'est une banque qui est en fait une application finalement. C'est plus le système classique de je dois aller dans une agence de banque pour ouvrir mon compte ou autre. C'est vraiment tout en ligne. Tout est en ligne. C'est hyper facile. Nice. Et ils ont des algorithmes dans la banque qui permettent d'identifier tous les dépenses et de te faire un diagramme de tous tes postes de dépenses sans que tu aies à lever le petit doigt, quoi. Donc franchement, les néobanques, c'est top. Moi, après, de mon côté, c'est vraiment... au début, j'ai commencé à utiliser pas mal... par exemple, je suis à la Société Générale, donc ils ont une appli aussi comme ça pour gérer le budget. Et puis, en fait, vu que je suis une fan d'Excel et que j'aime bien genre être bien sûre de toutes mes catégories de paiement, j'aime bien avoir mon truc, j'ai créé un gros template Excel que j'ai passé ensuite sur Google Sheet, parce que l'avantage de Google Sheet, c'est que du coup, tu peux y accéder partout avec ton portable, avec un autre ordi. Donc ça, c'est bien, c'est une petite tips que je donnerais. Et après, moi, en fait, sur l'organisation même du contenu, je pense qu'Aïcha, tu pourras en parler un petit peu aussi après. Moi, j'ai vraiment fait un truc... en fait, j'ai défini un budget par mois. J'ai pris en fait un mois cible et j'ai listé tous mes postes de dépenses. Donc, c'est location, assurance, Netflix, box mobile, Apple, le truc pour augmenter ton espace sur ton iPhone, même vraiment, mais tous les postes de dépenses récurrents. Tout en fait. J'ai mis coiffure, voyage et un autre poste autre dépenses qui est à surveiller. Tous les postes autres, il faut les surveiller. Et donc j'ai mis un budget cible en prenant en compte mon entrée d'argent. Donc moi j'ai un salaire, ce qui donne une entrée d'argent assez régulière que je mets. Donc j'ai mon salaire d'un côté, tous mes postes de dépenses au milieu et après j'ai l'épargne. Du coup, on en parlera plus tard, mais bon, il y a le côté épargne. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'une fois qu'on a construit donc, ce budget mensuel, après moi je l'ai défalqué en budget hebdomadaire, annuel, journalier, pour vraiment voir en fait... franchement, quand vous prenez le budget journalier et qu'on se rend compte de ce qu'on dépense par jour par rapport à ce qu'on gagne, moi, je me dis, mais comment on épargne de l'argent? En vrai, on dépense, les gens, vraiment. Et bref, une fois que le budget est construit, ce qui est vraiment important, c'est de rentrer ses dépenses tous les mois. Genre, moi, je fais un suivi hebdomadaire de toutes mes dépenses que je catégorise. Je les compare au budget que j'ai fait. Et comme ça, chaque semaine, je sais si je suis au-dessus ou en dessous, sur ce poste de dépenses-là par rapport à mon budget. Donc, voilà quelques tips. Moi, personnellement, j'ai une fiche Excel aussi où je mets mes dépenses et je fixe mon propre budget par rapport à mes dépenses
du mois. Moi, je fais pas hebdomadaire. J'essaie de faire juste par mois. Mais franchement, j'ai juste un tic qui me permet d'aller, literally every day, I have to look at my account. Donc, chaque jour, il faut forcément que j'ouvre mon compte en ligne et puis je regarde à peu près quel montant a été retiré par rapport à certaines dépenses, mais par rapport à certains comptes, en fait, que je n'ai pas forcément dans ma tête. Et donc, donc j'ai ma fiche Excel. J'ai une application aussi. Pour ça, je pense que c'est plus propre aux États-Unis. Ça s'appelle Mint. Donc, Mint, c'est une application où, ça te permet de mettre tes budgets, de mettre tes dépenses. Ça te permet aussi de relier ton compte bancaire à cette application comme ça. Ça te montre vraiment tes budgets par jour ou bien par mois et puis ça te montre si tu es en train de trop dépenser, si tu n'as pas dépensé assez. Si par exemple tu as envie d'avoir un goal de garder $30,000, $50,000, $100,000, tu vois, de l'année, te permettre vraiment d'essayer d'atteindre certains objectifs et je pense que c'est une bonne application pour avoir. Et comme vous avez dit aussi, je pense même dans les banques, nous, on a toujours eu les banques en ligne, actually, pendant super longtemps. Donc, quand tu rentres aussi dans ces applications, ils ont des petites sections où ils peuvent expliquer comment être plus économe ou bien comment vraiment atteindre certains objectifs, quoi. Donc, quand vous rentrez dans une banque ou bien quand vous inscrivez même en ligne, essayez vraiment d'explorer l'application parce qu'il y a beaucoup de détails dedans qui peuvent vous aider et qu'on ne prend pas forcément en compte juste parce que tout ce qu'on veut, c'est voir notre balance d'argent. Pour ceux qui sont en France, je recommande vivement Boursorama Banque. Pour ça, il y a plein d'articles sur comment s'occuper de son argent, littéralement. Aïcha, quelque chose à rajouter peut-être en tips, organisation, dépenses et budget, tout ça sur ton Excel? Franchement, non, hein, je pense que vous avez tout dit. Enfin, rien que de sectionner, on n'a pas tous le même goût du détail, on va dire. Il y en a qui vont vraiment dans les grandes lignes, il y en a qui vont vraiment dans les détails, mais à partir du moment où on a au moins quelques sections principales du style tout ce que je dépense parce que je suis obligée de le dépenser, comme mon loyer, l'abonnement free, les factures, etc. Bah, la nourriture, c'est un peu entre les deux parce que tu peux aussi faire des écarts, te faire plaisir des fois sur la nourriture. Tu es moins sûr en fait. Mais ça dépend. Chacun le prend différemment. Mais pour certaines personnes, ça rentrerait directement dans la case obligatoire vu que c'est des gens qui, en général, au supermarché, ils font grave attention. Yeah. Et après, il y a l'autre catégorie qui est tout ce que je dépense pour le fun, que j'étais pas obligée de dépenser. Par exemple, les vêtements. Quand je commande à manger, quand je décide juste de me faire de prendre un Uber, c'est la vérité. Mais il y a tellement de trucs, en fait, on se rend pas compte. Et rien qu'en ayant ces deux sections-là, et en ayant défini un budget pour ces deux sections-là, pour les gens qui veulent vraiment le faire en mode le strict minimum, ça permet, à la fin du mois, de mois en mois, de se rendre compte, ok, est-ce que je dépense trop pour le fun, ou est-ce que peut-être mon loyer, ça serait mieux si je le réduisais, parce que finalement... Et aussi, il y a un point, c'est que en fait, tu n'as pas besoin de toi-même faire ta fiche Excel. Sur Excel, tu vas dans la case recherche et tu tapes budget, tu vois, et puis ils peuvent eux-mêmes, ils ont leur propre prototype que tu peux juste télécharger et toi-même remplir. Donc, tu n'as pas exactement, super bien. Donc, tu n'as pas forcément de toi-même mettre toutes les catégories si tu sais pas comment faire. Et même en ligne, comme tu as dit sur YouTube, tu peux trouver beaucoup d'exemples pour faire toi-même ta propre. Ah, c'est clair. Fiche. Mais clairement, c'est un document ou un outil en tout cas à avoir. Et moi, je rajouterais une petite tips. Je m'en suis rendu compte il y a quelques mois. Souvent, tu sais, du coup, je fais dépenses contre gains. Et toujours, tu sais, t'as une liquidité qui reste. Donc, t'as toujours... quand t'as bien géré, que t'as pas dépensé plus que ce que t'avais prévu, t'as genre, je sais pas, 100, 200 euros par exemple qui restent. Et moi, avant, en fait, je les laissais dans mon compte courant. Je réfléchis pas à me dire, mais sur ce mois-ci, vu que j'ai économisé par rapport à mon budget, vu que j'ai déjà mis en fait mon épargne de côté, le restant sur mon compte, il restait sur mon compte. Et en fait, je pense que c'est important, ce restant du mois-là, on va dire, de le transférer tout de suite en épargne pour pas risquer de le surdépenser le mois d'après. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est une petite tips que je voulais rajouter. Et peut-être un dernier point sur le truc l'idée d'apprendre à connaître ses dépenses. C'est vraiment très important de prioriser ses dépenses. La priorisation est très importante dans tout ce qui est gestion des dépenses. C'est savoir... par exemple, le loyer, je pense que pour moi, par exemple, c'est la priorité 1, parce que sinon, je vis dans la rue, quoi. Et après, un peu, tu vois, les vêtements, c'est moins important que l'alimentation. Enfin,
c'est important de savoir quel est le plus important dans ses dépenses. Mais même C'est toi, sûr. j'ai envie de dire, tu as donné des exemples sur quelque chose que, évidemment, tu étais obligé de payer par rapport à quelque chose comme les vêtements qui est un plus. Mais c'est même important, je dirais, de prioriser ces dépenses de fun, enfin, ces dépenses Ouais. superflues. De se rendre compte, ok, si ce mois-ci, je veux me faire un week-end avec mes amis là, Ouais. il faut pas que j'achète des vêtements, peut-être, ou que j'aille j'aille trop au resto tous les restaurant. soirs. Voilà. Faut juste Ouais. savoir, mois par mois, par rapport à son budget, c'est quoi sa priorité. Sachant, C'est moi tout, je en pense qu'il y a un fait. truc important, il y a les saisons. Je trouve qu'en été, on sait les gens, on sait qu'on va plus dépenser en été. En été, tu vas pouvoir voyager, tu vas aller au resto, mais tout le temps. En hiver, on est déprimé. C'est en hiver que tu peux faire plus d'économies, quitte à te dire j'économise J'avoue. plus, je me sacrifie plus en hiver pour aller après souffrir en été, enfin profiter pardon en été, tu vois. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Non, il y a des mais je périodes de pense l'année que- comme ça. Même dans la priorisation, it's like, tu peux juste créer ton propre objectif, tu vois. Mm. Like, ça veut pas dire que tu ne dois pas t'amuser, tu dois pas t'amuser, non. C'est juste que même en t'amusant, faut avoir un budget pour te dire que, ok, cet été, au lieu de dépenser, je sais pas, 1500 euros, 2000 euros dans tel, tu peux vraiment réduire tes dépenses à 1000 euros et toujours voir ce que tu peux faire avec ça et essayer d'enlever les surplus à sortir tout le temps au restaurant. Tu peux faire un pique-nique. Genre, te créer des activités autour qui te permettront aussi d'économiser, mais tout en gardant, tu vois, ton fun. Je suis d'accord. L'idée Yeah. d'objectif, elle est primordiale. Par exemple, moi, un de mes objectifs, souvent l'été, c'est le voyage. Et du coup, je vais me dire, je vais peut-être éviter d'aller trop au resto, d'acheter des vêtements. Voilà. Sachant que les voyages, je veux pas me mettre de limites, quoi. Donc, c'est un peu ça, savoir trouver son bon équilibre personnel, quoi. Yeah, tu vois, ou même pendant les voyages, I mean, ça dépend de certains pays. À certains pays, ils ont vraiment beaucoup de bons street food. Et donc, parfois, tu te dis qu'au lieu d'aller tout le temps, tu vois, Dans un bon dépenser resto, dans ouais. des grands restaurants et tout, tu peux essayer de changer un peu, d'essayer d'explorer le street food. C'est ça. Et après, de temps en temps, tu peux aussi aller au restaurant. C'est Ou ça. tu te crées juste d'autres activités around, so that, en fait, tout ton argent ne va pas juste dans des souvenirs ou bien dans des choses pas Ça arrive. super importantes, quoi. Ok, on passe peut-être à la deuxième partie, qui est où est-ce qu'on peut justement trouver de l'aide et la connaissance pour bien gérer ses finances. Je dirais que ça peut commencer par la famille, pour des gens qui ont des familles qui sont orientées un peu gestion des dépenses, investissement, opportunités. Il y a beaucoup de gens, enfin pas beaucoup de gens, mais il y a quand même une certaine quantité de personnes finalement dont les parents seront capables de leur expliquer déjà pas mal de trucs. Et en général, si on ne pose pas la question, en fait, c'est pas toujours un sujet dont on va juste parler. Donc, faut vraiment aller demander. Et sinon, pour les autres qui veulent être un peu plus autodidactes sur ça, les deux sources pour moi qui ont changé ma vie, c'est Google et YouTube. Franchement, elles sont là, elles sont gratuites. Enfin, il y a plein de spécialistes, d'experts qui peuvent... on peut même trouver un cas qui correspond vraiment à son propre cas particulier. Pour moi, il y a rien qu'on ne peut pas trouver sur Google et YouTube, guys. Ouais. Donc franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'aller chercher quelque chose qui va nous correspondre et qui va vraiment correspondre à son cas individuel. Yeah, I agree. Yeah, je pense que pour moi, c'est la même chose parce que c'est comme ça. Tu dis, j'ai commencé à avoir mon propre compte d'épargne à part. C'est juste en tapant sur Google, tu vois, les meilleurs comptes à avoir aux États-Unis, du genre les intérêts quand tu laisses ton argent dans un compte pendant longtemps, tu vois. Donc, tu essaies de comparer et voir vraiment ce qui t'arrange. Et yeah, Google, c'est vraiment un grand moyen. C'est la première source pour moi. Et puis après, tu peux aller encore plus en détail. Tu peux peut-être appeler la banque parce que moi, c'est ce que j'aime faire quand j'ai des questions et je pense que peut-être Google ne peut pas forcément m'aider profondément. Je cherche le numéro de la banque parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés C'est une très bonne pour idée. répondre, tu vois, aux questions de n'importe qui. Donc, si vous avez ce temps, vous prenez juste votre téléphone, vous appelez pour demander plus d'informations. D'ailleurs, les parents, pour moi, c'est un peu différent parce que les parents, on parlait pas forcément de finances, tu vois, j'ai pas eu la même histoire que Aïcha. Donc, c'était difficile. En fait, tout ce qu'ils nous disaient, c'est, OK, vous devez essayer d'économiser, mais ils ne donnaient pas forcément de tips et en même temps, moi, je viens à peine de commencer le boulot. Bon, il y a maintenant
pendant 7 mois à peu près. Parfois, il y a des dépenses, il y a beaucoup de dépenses sur toi, ou bien même en étant étudiant, tu vois, il y a beaucoup de dépenses et parfois quand on te dit, ok, tu dois économiser, tu sais même pas par où commencer, ou bien peut-être tu n'as même pas assez de revenus. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir et ça te motive pas forcément. Donc, moi, j'ai pas eu la même expérience pour les parents, mais je sais que pour chercher des ressources, il y a beaucoup. Il y a même des mentors. You can ask mentors. Moi, j'ai un mentor qui m'a vraiment beaucoup encouragé dessus. C'est lui qui m'a donné le livre de Money Makeover. And yeah, c'est vraiment être open. Donc, être ouvert à apprendre plus. Moi, je dirais, de mon côté, bon, Aïcha a dit pas mal, ça rend aussi énormément. Moi, je dirais une bonne source, c'est Boursorama Bank. Comme je vous disais, ils ont un site vraiment bien fait avec plein d'articles, tout un truc justement qui est ciblé à tous les jeunes travailleurs. Genre, quelle épargne il faut constituer, comment est-ce que tu peux investir. C'est plein d'articles bien faits, donc c'est vraiment pas mal. Du coup, moi, je recommande pas mal tout ce qui est articles de presse qui ont été faits, par exemple, par des sites spécialisés dans la gestion de patrimoine. Il y en a pas mal et ça, enfin moi ça me parle plus les articles que par exemple des vidéos, donc c'est une autre façon. Et Aïcha dit quelque chose de très vrai pour ceux qui ont des parents, mais même j'énoncerai le cas juste après, mais par exemple vos parents ils ont géré un budget, tous nos parents ils ont eu à gérer un budget. Moi c'est un cas particulier parce que mon père était banquier et qu'il est j'avoue, et que pour vous dire, je peux vous dire que tous les jours il pointait littéralement les dépenses de toute la famille. Il est vraiment très minutieux, mais parce que c'est son métier, donc il s'y connaît bien, donc très bonne source de savoir. Mais je dirais que même pour ceux qui n'ont pas cette chance, tu peux trouver, comme Sarah disait, un mentor, ou même si c'est pas officiellement un mentor, tu peux demander à quelqu'un littéralement, quelqu'un que tu vois qui gère bien, je sais pas, un adulte, un oncle, une tante, un prof, un collègue au bureau, comment tu gères tes finances, quoi. Faut vraiment pas hésiter et t'apprends toujours, et je pense que c'est un truc où tu continues à apprendre non-stop. Exactement. Ok, now on va changer, ou bien on va continuer sur notre 3e point, ce qui est épargner. Donc, très important. Mademoiselle Aïcha, pourquoi épargner? Quelles doivent être les motivations d'une personne pour épargner? Je pense vraiment que la motivation number one, c'est qu'on sait vraiment jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et le deuxième truc, c'est que, ok, la plupart d'entre nous, on a la chance d'avoir des gens peut-être sur qui on pourrait se reposer un peu si jamais on avait des soucis de finances. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Et même nous qui avons cette chance, un jour, on peut ne plus l'avoir. Enfin, franchement, il faut être super strict sur le fait qu'on doit pouvoir s'en sortir niveau financier si jamais quelque chose se passe. Si jamais on perd notre job, si jamais il y a une crise comme le Covid, on va pas en parler. Dans le contexte là. Hein. Donc pour moi, épargner, c'est vraiment primordial. Et pour ceux qui ont un revenu assez élevé, qui leur permettent de mettre des sous de côté tous les mois, genre, faut vraiment essayer de le faire, quoi. Ça change, enfin, c'est pas ça change la vie, c'est ça peut sauver la vie, en fait. Clairement. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc, comme tu disais, il y a perte d'emploi. Moi, je rajouterais maladie. En France, c'est sûr, on y pense moins parce que tu as un système de sécurité sociale très fort. Mais dans certains pays, par exemple aux États-Unis, j'y pense, si tu bosses plus pour ta boîte, t'as plus ton assurance, sachant que toutes les boîtes ne donnent pas une assurance. C'est ça. Bah, tes frais de santé, c'est toi qui les payes. Et dans plein d'autres pays, le côté santé, il est très important à prendre en compte. Ouais, ça c'est vrai. Et je rajouterais le côté enfant, parce que bon, parfois ta famille, tu la planifies. Parfois non. Et en grandissant, je me rends compte que d'ailleurs, ça arrive plus que parfois. Donc ça aussi, tu peux avoir du jour au lendemain un enfant ou même une personne à charge qui vient et en fait, c'est comme disait Aïcha, tu sais jamais de quoi le lendemain est fait. Il te faut au moins un petit coussin pour amortir la chute avant de retomber sur tes pas et repartir, quoi. Et même, comme on dit pour le Covid-19, pour la perte d'emploi, c'est super important parce que si du genre, il y a des épargnes, maintenant tu peux peut-être assurer ton loyer pendant les 3 prochains mois ou bien assurer ta nourriture pendant une certaine période. Alors que s'il n'y a pas d'épargne, ce sera vraiment difficile parce qu'il faudra que tu comptes sur peut-être d'autres personnes et ces autres personnes peuvent être dans cette même situation que toi. Donc, tu vas devenir un fardeau pour toi-même et pour les autres aussi. Donc, c'est vraiment juste pour éviter ce genre de situation. Il y a perte d'emploi, maladie, enfant, mais surtout même aussi pour des plans futurs. Comme si tu veux acheter une maison, si tu veux acheter une voiture, si tu veux, je sais pas, si tu veux... Préparer ta retraite.
va la préparer ta retraite. Moi, j'ai envie d'avoir ma retraite à 40 ans, tu vois. Donc, si tu veux préparer ta retraite et puis tu veux faire tes voyages, il faut préparer tout ça. So, it's really, yeah, like it's important. Et du coup, qu'est-ce que tu préconiserais, Aïcha, ou comment toi tu t'organises justement pour épargner? Moi, aujourd'hui, je mets un montant fixe de côté. Mais donc, je recommanderais à ceux qui ont une idée de ce qu'ils peuvent mettre de côté, peut-être de faire ça. Mais une bonne façon pour moi de le faire, en fait, pour ceux qui, je sais pas, peut-être quelqu'un qui sait pas forcément combien il pourrait mettre de côté ou autre, ça peut être de choisir un pourcentage aussi. De se dire, ok, ben, une fois que j'ai payé mon loyer et mes factures, je veux épargner 30% de ce qui me reste, par exemple. Comme ça, même au fur et à mesure que ton salaire progresse, tu sais que 30% de ce qui te reste doivent aller de côté et ça peut être une base pour progresser. De toute façon, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Il y a plein de manières de le faire, mais juste faut en choisir une et la respecter. Moi, je rajouterais un point sur quand tu épargnes. Genre, c'est bien d'épargner un montant, mais moi, je pense que même l'épargne, il faut la catégoriser. Genre, par exemple, se fixer un objectif, je sais pas, donc comme je vous disais, moi, c'est les voyages. Hein. Yep. Genre, tous les ans, je me dis, bah, je dois mettre, je sais pas, 2000 euros ou, je sais pas, 3000, je dis n'importe quoi. Hein. 5000 si tu veux faire des vacances de ouf et que t'as de l'argent. Hein. Bah, en gros, je me dis, je veux mettre ce montant-là épargné pour les vacances. Mais aussi, tu peux te dire, ah, mais je veux épargner une épargne de précaution. Donc ça, c'est en général, on dit qu'il faut épargner 3 mois de tes revenus, en fait, au cas où. Donc tu te dis, bah, il faut une catégorie épargne de précaution, une catégorie peut-être voyage, une catégorie investissement, logement, n'importe quoi. Mais je pense que c'est important aussi de pas juste jeter l'argent à côté, mais le catégoriser pour savoir ce qu'on prévoit d'en faire et à quoi on peut l'utiliser. Et j'ajouterais, en plus de tout ce qu'Aïssatou a dit, que en fait, c'est hyper important même de base de pas juste avoir de l'argent dormant. Enfin, il y a une catégorie d'épargne, je pense, dont Aïssatou parlait, qui pourrait être finalement adaptée à l'argent dormant, qui est peut-être l'épargne qu'il faut avoir sous la main si jamais il se passe quelque chose de grave. Peut-être c'est 1 mois de salaire ou 2 mois de salaire ou quelque chose comme ça. Mais il y a une catégorie, franchement, enfin tout le reste, faut essayer de le mettre dans un endroit où ton argent rapporte de l'argent. Même si c'est un tout petit pourcentage, genre les livrets d'épargne. Exactement. Mais avec l'inflation, en fait, on est là et on perd de l'argent chaque année. On perd pas de l'argent, mais on perd du pouvoir d'achat. Parce que vu qu'il y a de l'inflation, ben, au final, avec le même montant d'argent, on peut acheter un peu moins de choses. Et d'année en année, guys, wouh, ça va vite. Je pense que c'est le plus gros takeaway que j'ai eu de mes 4 années en école de commerce. Ne jamais laisser l'argent dormir parce qu'en fait, il perd sa valeur. Il perd sa valeur, important. Ça c'est super. Je rajouterais juste par rapport à ce qu'Aïcha disait sur mettre l'argent de côté. Comme elle disait, moi ce que je fais, c'est plus comme elle. Je mets un montant de côté, je vais dire 500 euros, que j'ai vraiment défini et comme ça, avec le restant, je fais mes dépenses et tout ça. Et en fait, le fait d'avoir un montant fixe, ce qui est bien, c'est que ça te permet de visualiser comment va évoluer ton épargne. Donc, tu dis, dans 3 mois, je pourrais commencer à investir ou dans 3 mois, je pourrais économiser pour autre chose. Peut-être pour acheter un ordinateur, je sais pas, n'importe quoi. Mais ça me donne un bon outil de planification en mettant un montant fixe. Et en fait, à ce montant fixe-là, clairement, lui, je le mets... du coup, c'est un poste de dépense parce que je le mets obligatoirement de côté tous les mois. Je peux rajouter d'autres rentrées d'argent. Ça peut être, je sais pas, un versement de la CAF, un versement des impôts. Je le mets directement en épargne, ce qui fait qu'elle augmente plus vite que prévu, mais au moins, je suis sûre que je la fais grossir avec le montant fixe que j'ai défini. En parlant d'épargne, quel exemple d'outils vous utilisez pour faciliter les économies? Perso, j'utilise un savings account pour l'instant. Donc, livret A aussi. Ouais, donc livret d'épargne, livret A, c'est... Très important. En France, pour les moins de 26 ans, c'est pas énorme, mais il y a le livret jeune où tu peux mettre 1 500 € et les intérêts sont les taux d'intérêt sont bien plus élevés. Tu peux retirer l'argent quand tu veux et c'est que pour les moins de 26 ans. Donc, petit tips, nice. Ça peut être bien ça. Ouais, parce que les livrets A, ça va, c'est sécu, mais le taux d'intérêt est vraiment pas top. Ouais. Genre, déjà, Sarah, tu parlais de 1,3% ou 1,5%. Ça, c'est déjà énorme par rapport au livret A. Et en France, 0,8%, c'est déjà pas mal. Hein. Du coup, ça dépend aussi de là où on habite et tout, mais bon, de toute façon, faut essayer de trouver ce qui rapporte le plus. Hein. Mais faites attention aussi quand vous vous engagez parce que évidemment... Il y a des frais cachés. Il y a des frais cachés et il y a aussi le fait que des fois, tu peux pas débloquer
ton argent tout de suite. Donc, il faut vraiment savoir dans quoi on s'embarque. Et donc, c'est ça, je parlais. Par exemple, moi, j'utilise Goldman Sachs Marcus. Et là-bas, j'ai 2 comptes. Il y a un compte où je peux pas actually prendre mon argent immédiatement parce qu'ils ont besoin. Il y a une maturité à atteindre avant de pouvoir retirer mon argent. Mais ce compte actually me rapporte plus d'intérêt. Donc, je pense que là-bas, c'est à peu près 2%, ce qui est énorme. Et puis, il y a un compte un peu plus immédiat et c'est celui de 1,3% à peu près où j'ai du genre, j'ai mis un truc automatique pour pouvoir déposer mon argent, en fait, chaque mois dedans. Un virement automatique? 500, depending. Donc, il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs moyens. C'est bon de faire ces recherches parce que il y a certaines banques qui veulent un montant minimum, en fait. Donc, voilà, pour pouvoir sign up dans ce genre de banque. Donc, c'est vraiment important de faire sa recherche d'abord et puis de voir vraiment ce qui vous arrange. C'est vraiment le genre de truc où, tu sais, avant de signer, il faut bien lire toutes les règles, bien vérifier qu'il n'y a pas de dépenses cachées, d'engagements autres, et vraiment très très bien se renseigner. Le petit imprimé tout en petit avec l'astérix là, qui est tout en bas. Qui est écrit de plus en plus petit en parenthèse là, vérifiez bien quoi. Ah oui, et un dernier tips qui je pense que Mint, l'application que Sarah utilise, le fait, mais il y a des gens qui, en plus de leur épargne automatique programmée, ils épargnent sur un nouveau concept qui est de faire l'arrondi sur ses dépenses en fait. Il y a des applications, je crois que Mint le fait, qui est à chaque fois que tu dépenses quelque chose, ça t'arrondit à l'euro ou au dollar supérieur et ça t'envoie la différence en épargne. Du coup, t'as vraiment pas l'impression qu'il y a une différence. Enfin, j'ai dépensé 64,20 € et du coup, ça me met les 80 centimes restants. J'ai vraiment pas l'impression que ça a créé une différence sur ma dépense, mais à la fin de l'année, ça peut faire quelques centaines d'euros. Hein. Good tips. I agree. Dernier point, c'est on va parler de peut-être respecter son budget parce que je pense que à la base, avant de pouvoir épargner, il faut être discipliné. C'est super important. Donc, quel conseil tu peux donner peut-être à nos auditrices et auditeurs sur comment respecter son budget, comment être discipliné et ne pas forcément se leurrer par la vie d'autres personnes? Moi, je dirais que le premier truc, c'est de s'entourer de personnes qui ont à peu près la même philosophie de vie que nous. Parce que quand on a un copain, une copine qui veut tout le temps dépenser dans certains trucs qui nous paraissent pas importants, ça peut devenir en fait une cause de stress sur la relation et c'est vraiment un facteur indispensable, quoi. Donc, s'entourer de personnes qui aiment dépenser un peu au même rythme que nous, je pense que c'est déjà un truc auquel il faut penser. Et le deuxième truc, c'est encore une fois, c'est de faire des recherches parce que des fois, on se rend pas compte à quel point il y a des façons moins chères de faire les choses qu'on aime. Donc, si on a un budget à respecter et qu'on se dit, il faut pas que j'aille au-delà de ce montant par mois, au lieu de se dire, mais ça veut dire que je peux plus faire ça et je peux plus aller au resto ou je peux plus voyager ou les voyages, c'est un gros truc. Il y a plein de gens qui pensent que pour voyager, il faut avoir genre tel montant pour pouvoir se payer l'hôtel et le transfert de l'aéroport et le machin. Alors qu'en fait, non, il y a plein d'autres moyens plus économes comme aller en auberge de jeunesse, prendre un Airbnb, des fois c'est moins cher que les hôtels. Comme tu as dit, ça rend la street food. Enfin, des fois on se dit que quand on voyage, ça veut dire qu'il faut compter le fait qu'on va aller au restaurant sûrement les midis ou les soirs, etc. Alors que non, pas nécessairement. Et en Airbnb, tu cuisines aussi. Enfin, voilà. Juste savoir qu'en fait, des fois en faisant juste des recherches, on trouve des moyens qui nous conviennent parfaitement de continuer à faire les choses qu'on aime. Moi, l'idée principale pour justement arriver à respecter mon budget, c'est réajuster. C'est surtout sur ça que je joue. Par exemple, si pendant les voyages, je sais pas, il y a un moment, je me dis non, mais je sais pas, sur l'hôtel, ce pays-là, j'ai envie d'être dans un truc vraiment bien, je vais me dire, j'irai pas tous les jours au resto. Ou si je fais telle activité, j'achète pas de vêtements, par exemple, pendant ce voyage. C'est plus un rééquilibrage. Après, j'avoue, sur les voyages, je me mets un budget, mais on va dire à plus-moins 25% en dépassement. Parce que je sais qu'en voyage, c'est plus compliqué, tu vois. Mais dans la vie de tous les jours, parce que c'est ça qui arrive le plus souvent, moi, c'est vraiment compensé par des dépenses. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un budget, ça doit pas être fixe à vie. C'est quelque chose qui se réajuste, que tu refais d'un mois à l'autre, parfois en cours de mois. C'est vraiment un jeu de balance, quoi. Yep, I agree. Moi, comme on est sur les cas de voyage, moi, ce que je fais, c'est, j'adore le street food, actually. Donc, le plus souvent, j'essaie un peu de varier
entre street food et parfois juste cuisiner ou aller au restaurant. Les transports en commun aussi, ça permet d'économiser beaucoup. Mais moi, j'aimerais aussi juste parler des gens qui peuvent pas afford de voyager. Si tu peux pas afford de voyager, do not do it just because you want to impress anybody. Non, franchement, non, j'ai pas envie d'être petit. Mais que tu fais genre, tu restes que dans des hôtels 5 étoiles, mais que tu n'es pas les moyens. Je t'assure. Don't do that too. On n'a pas besoin de faire semblant qu'on a une vie de rêve juste pour les réseaux sociaux. Si tu ne peux pas te permettre certaines folies, ne le fais pas juste pour une selfie qui va te montrer que tu es au Burj Al Arab et puis tu auras 500 likes et puis après tu vas manger le beurre ou le pain au beurre tous les jours. Ça ne sert à rien. Anyway, c'était juste un point à ajouter parce que we need to be true. J'ai un autre point, Sarah, que je te dirigerai plutôt à toi. J'aimerais bien, parce que je sais que c'est une situation que tu as vécue, sur le thème des dettes. Quel serait le conseil que tu donnerais à nos auditeurs et auditrices? Ok, actually, je pense que c'est plus important d'essayer de terminer de payer ses dettes que d'épargner. Ouais. Parce que quand tu as de l'argent, ça dort dans ton compte et tu as des dettes, tu penses que tu as de l'argent en fait alors que tu n'as rien. Tant que tu n'as pas fini de payer tes dettes, tu n'as toujours pas d'argent en fait, tu vois. Donc moi, ce que je faisais, parce que j'ai pris quelques prêts quand j'étais étudiante, c'est que à Saône, donc quand j'ai commencé à travailler, en même temps j'ai un montant spécifique. Donc, j'ai pris un montant spécifique que je mettais chaque mois dans mon compte de dette, en fait. Okay. Pour que ça puisse se payer un peu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'essayais vraiment de minimiser mes dépenses. Dieu merci, moi, mon boulot, ça m'a permis d'aller un peu à l'étranger. Et puis, la plupart de mon loyer, la plupart de mes dépenses étaient payées. Donc, j'ai vraiment maximisé, tu vois, la différence que je pouvais mettre dans le loyer. J'ai tout redirect, mais j'ai tout relocalisé dans mes dettes en fait. Donc je pense que c'est vraiment faut prioriser. Si tu as des dettes, essaie de dépenser. Tu peux avoir certaines folies, tu peux toujours vivre normalement, mais faut pas en fait oublier que c'est pas ton argent. Tant que tu finis pas de payer des dettes, c'est pas ton argent. Et surtout aux États-Unis, c'est un peu différent parce que ici chaque mois tu as des intérêts à payer. Et parfois, ces intérêts, ça peut faire 20% de tes dettes si tu ne payes pas. Non, c'est terrible, en fait. C'est terrible. Si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver avec... Il y a certains, j'ai vu des histoires à 2 fois même ton montant, parfois, si tu fais pas attention. Donc, c'est quelque chose avec quoi je ne blague pas. Moi, Dieu merci, en tout cas, j'ai presque terminé. Ce mois, j'aurais terminé de payer mes dettes, Dieu merci. Après ça... Félicitations! Mais c'est hyper rare, ça, d'entendre des gens, même pas un an après que tu aies commencé à travailler, tu as déjà presque fini de rembourser franchement, elle a fait plein de sacrifices pour ça et c'est ce qui est top, quoi. Moi, j'ai lu un article et j'aimerais bien vous lire un passage. Ça a été écrit par Chris Namoula, qui est un co-écrivain et co-host également d'un podcast qui s'appelle Choose FI pour Financial Independence. Le livre s'appelle Choose Financial Independence, Your Blueprint, to Financial Independence. Et en fait, la citation est la suivante. Pour de nombreuses personnes, le prochain chèque de paye, c'est-à-dire le paycheck, est déjà dépensé à financer des décisions passées. Ceci est une façon de vivre restrictive, laissant peu de liberté pour choisir la vie vers laquelle on veut aller. Atteindre le niveau 0 est une étape importante pour vivre une vie plus heureuse parce que cela nous donne des options. Pour faire simple, il dit qu'il y a plein de gens qui utilisent leur argent pour payer leur passé, au lieu d'arriver à se projeter vers le futur, ou bien qui vivent encore dans leur passé mais qui essayent de vivre dans le futur. Ce qu'il faut, c'est que tu termines avec ton passé et à partir de là, tu peux te projeter. Exactement. Et c'est le moment le plus important, c'est finir avec son passé et être dans le présent, quoi. On a parlé des dettes. On va maintenant embrayer sur notre 4e sujet qui est assez important, qui est l'importance de diversifier ses revenus. Pourquoi est-ce que pour toi c'est primordial, Aïcha ? Tout simplement parce que c'est comme quand on dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est que des fois, il y a des trucs non anticipés. C'est le même principe que l'épargne, hein. C'est franchement le même état d'esprit. Mais grosso modo, l'épargne, une fois qu'on l'a consommée, c'est fini. Du coup, on se retrouve avec quoi ? 0. Alors que si on avait plusieurs sources de revenus, quand il y en a une qui tombe, il y en a une qui continue à entrer. Donc, le temps qu'on trouve une autre solution, on a toujours ce montant de revenus plus ou moins stable qu'on continue à encaisser. Et une règle d'or, c'est de se dire qu'il faut toujours avoir une source de revenus passif le plus tôt possible. C'est-à-dire une source de revenus qui permet de
de faire rentrer de l'argent quand tu dors. Que c'est pas en fonction de combien d'heures tu travailles par jour. Non, c'est vraiment une source juste. Ça peut être quelque chose comme un moyen très populaire en ce moment, c'est d'écrire un e-book. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des e-books et sur un sujet qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent bien. Ensuite, bon, ils font un peu de promo, ils essaient de faire un peu, voilà, faire connaître leur e-book. Enfin, la plupart du temps, c'est aussi des gens qui sont un peu connus, peut-être qu'ils ont une chaîne YouTube ou ils sont influenceurs ou autre. Tout simplement, une fois que tu as mis cette énergie au départ pour écrire ton e-book, ensuite, à chaque fois que quelqu'un l'achète, t'as de l'argent qui rentre, comme ça. T'as de l'argent qui rentre tous les mois, juste parce que des gens continuent à acheter ton e-book. C'est juste une manière qu'on a de pouvoir diversifier son revenu, quoi. Okay. Et est-ce que tu as peut-être d'autres options? Ah oui, c'est clair, il y en a d'autres. On a déjà parlé des investissements. Il y a des applications maintenant qui permettent, pour tous ceux qui s'y connaissent pas vraiment en investissement, de gérer votre argent pour vous. Donc, ça peut s'appeler les micro-investing apps. Il y a aussi les robo-advisors. Il y en a, aux États-Unis, il y en a plein, franchement, maintenant. La plus populaire, c'est Acorns. Je pense qu'il y a Robinhood, il y a Betterment. J'utilise Robinhood, actually. Ah, tu utilises Robinhood, ok. Yeah, Et c'est grosso modo juste des apps où tu peux mettre un montant fixe par mois selon ce que tu peux mettre. Et ils vont le mettre dans un portefeuille d'investissement avec l'argent d'autres personnes. Et tu vas toucher un pourcentage par rapport à l'investissement qu'ils gèrent, quoi, tout simplement. Ou, actually, tu peux, pour Robinhood, ce que tu fais, c'est que tu fais des recherches sur les compagnies dans lesquelles tu veux investir, tu regardes leur portfolio et en fonction de ça, ça te permet vraiment de voir si tu peux investir et tout. Et c'est super intéressant. Moi, chaque mois, comme Aïcha a dit, j'essaie de mettre un montant sur certaines compagnies que je vois peuvent être rentables dans le futur. Et parfois, sur le champ, tu penses que ça te fait pas de l'argent, mais moi, j'oublie parfois l'application, je me lève un matin, je check et puis tu vois qu'il y a $200 de plus, $100 de plus qui est à l'intérieur. Et c'est meilleur que rien, quoi, parce que tu ne fais rien, en fait. Tu ne fais aucun job pour permettre, tu vois ce que je veux dire? Tu ne fais aucun truc extra, en fait, pour pouvoir faire rentrer de l'argent. C'est ça. Moi, je fais un peu la même chose. Enfin, je vais commencer bientôt à faire un peu la même chose, mais moi, c'est plus des investissements en bourse. Encore une fois, pour la France, Boursorama Banque, c'est très bien. Ils ont un portefeuille virtuel où là, bon, tu peux apprendre, entre guillemets, à investir en bourse. Et après, tu peux vraiment investir aussi. Ils te donnent différents plans d'épargne pour investir, etc. Important à prendre en compte, les gens, sur vos investissements. Pensez à la fiscalité. Renseignez-vous bien sur le type de fiscalité qui va être appliqué à vos investissements, parce qu'en fait, il y en a certains, ils peuvent paraître hyper fructueux, hyper bien, mais au moment où tu retires l'argent, en fait, tu as des gros taux d'imposition dessus ou autre, et c'est juste un point, faut se renseigner, quoi. Pensez pas juste, je le mets maintenant, ça va me rapporter tant. Pensez à, je vais le récupérer, je pourrais récupérer combien. Un dernier point, je pense que ça dépend. Il y a certaines entreprises, actually, qui vous permettent d'investir dans leur portfolio, si c'est un sens. À un moment, la compagnie, tu peux avoir une certaine part de leurs actions et ils te donnent une option de 1 à 10% en fonction de ce que tu veux. Et donc, si vous avez cette opportunité, je pense que c'est aussi bien d'y investir, parce que la plupart des compagnies, ils matchent aussi. Donc, quand tu mets une somme, ils ajoutent une certaine somme. Faites vos recherches, parlez, parce qu'il y a certains qui ne disent pas ça clairement, il y a d'autres qui vraiment vous encouragent, quoi. Donc, parlez avec certains seniors dans vos compagnies s'il y a d'autres sortes de revenus qui peuvent en fait sortir. Du coup, ça nous amène à notre dernier point, le mouvement FIRE. Alors Aïcha, c'est toi qui m'as fait découvrir ce que c'était FIRE. Peut-être pourrais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et pourquoi ce serait intéressant de connaître ce mouvement, selon toi. Ouais, alors FIRE, je sais même pas qui l'a inventé, pour vous dire. J'ai la réponse. Mais ça a été inventé en 1992 par Vicky Robin et Joe Dominguez, qui est un ancien analyste financier de Wall Street, et qui ont écrit un livre qui s'appelle Your Money or Your Life. Et du coup, ça veut dire Financial Independence Retire Early, mais c'est juste pour casser ce modèle de travailler jusqu'à 65 ans et toucher une retraite qui, des fois, n'est même pas représentative, en fait, de tout le travail qu'on a fourni pendant toutes ces années. C'est vrai. Donc, c'est un mouvement de personnes qui veulent construire leur futur, vraiment prendre en charge tout leur futur financier. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place toute une série de diversifications, d'investissements, d'épargne, etc., qui leur permettent d'ensuite prendre leur retraite super tôt. Donc, il y en a qui réussissent même à 40 ans à être à la retraite, et donc qui peuvent se consacrer à leur projet personnel à partir de 40 ans. Et grâce à tout ce qu'ils ont mis en place en parallèle, en fait, ils ont des revenus qui continuent encore une fois à entrer. C'est la clé du revenu passif, hein. C'est sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit niveau boulot, quoi. Ouais, franchement, c'est un truc que moi, je connaissais pas du tout.
Du coup, je me suis bien renseignée sur le sujet pour comprendre. Ce que j'ai vu, c'est que c'était un mouvement donc, qui était, en tout cas pour l'instant, c'est le profil type, c'est des hommes qui travaillent dans l'industrie de la tech et qui sont souvent ingénieurs. Je pense que c'est lié parce que c'est un métier qui est en forte croissance aussi, où tu peux te permettre aussi de plus facilement faire de l'épargne. Il y a ça. J'ai vu aussi qu'il y avait différents types de FIRE et c'est là que moi, ça a commencé à plus me parler parce qu'il y a par exemple, du coup, la lean FIRE qui vont être extrêmes. Genre, eux, c'est en mode je dépense rien du tout. Je vis comme au temps des cavernes, je sais pas. Et je mets tout l'argent de côté. Il y en a d'autres, c'est les fat FIRE qui vont plus être... je maintiens mon mode de vie à peu près standard et je mets de côté, j'investis. Et t'as les autres, alors ça, c'est les barista FIRE. En gros, ils avaient un day job, genre un job principal. Et après, ils ont constitué un peu leur épargne au fur et à mesure, mais pas l'épargne qui leur permet de vivre complètement. Ils prennent leur retraite plus tôt. Et en fait, ils vont travailler à temps partiel, par exemple, à Starbucks, pour profiter de leur assurance santé. Oh, nice. Donc, il y a aussi ce côté-là. Actually, et du coup, ils font leur projet qui les intéresse de l'autre côté. Et du coup, moi, j'ai une question un peu pour clore le truc sur les FIRE. Est-ce que tu te verrais être une FIRE ? Ben moi, une des raisons pour laquelle je trouve que c'est hyper intéressant de connaître ce mouvement, c'est pas parce que moi je veux avoir un plan de FIRE en particulier, mais juste, je pense que je me verrais quand même vivre avec l'état d'esprit un peu FIRE. T'es pas obligé de dépenser à hauteur de ce que tu gagnes. Si quelqu'un gagne 10 000 euros par mois, il peut quand même vivre comme quelqu'un qui en gagne 4 000 par mois. Juste cet état d'esprit-là, c'est quelque chose que je me vois appliquer. Ouais. C'est ça que je voulais dire, c'est la même chose. Je vous rejoins clairement sur l'idée, la philosophie est intéressante, mais je pense, on est toutes les trois un peu comme ça. Moi, je me dis, je suis jeune, je veux profiter de mes années. C'est pour ça que je ne serai jamais une FIRE. Enfin, je ne vais jamais sacrifier mes années de jeunesse pour mettre de l'argent de côté, mais garder l'idée derrière en se disant, peut-être faire des périodes de FIRE, justement en hiver. Voilà, c'est ça en fait. Faire des hivers en mode FIRE. Bonne idée, tu vois. Pour te réchauffer pendant l'hiver? Oh, tu peux faire, actually, cette période de FIRE also when you have a short-term goal. Par exemple, si tu sais que dans 3 ans, tu veux avoir une Range Rover, quelque chose comme ça. Tu vois, il faudra réajuster. Non, mais c'est super vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Donc, tu peux faire vraiment des short-term. Ouais, genre comprendre que tu peux te sacrifier aujourd'hui pour profiter demain. Je pense que c'est ce qu'on se dit un peu tous, tu vois. Du coup, on va faire un petit tour de table sur les points les plus importants à retenir de la discussion. Quels sont les points les plus importants de la discussion que vous aimeriez partager avec le réseau PAO? Je vais te laisser commencer, Aïcha. Moi, c'est tout simplement qu'en fait, la gestion des finances, c'est quelque chose auquel il faut se mettre. Faut y aller, faut essayer de faire des recherches, faut essayer de trouver ce qui est accessible, genre juste, faut s'y mettre. Pour moi, c'est vraiment la conclusion principale. Yes. Sarah? Ok, pour moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de savoir prioriser ses dépenses et de faire des compromis par rapport à la situation actuelle. So that, dans le futur, tu vas pas vraiment te plaindre, tu pourras faire toutes les folies que tu aurais envie de faire. Donc, vraiment, juste savoir faire des compromis pour le moment présent in order to have a beautiful, bright life in the future. Yes. Et moi, c'est vraiment un sum-up, un mix-up de ce que vous venez de dire. Pour moi, le mot-clé, c'est planifier. Planifier, ça comprend savoir gérer aujourd'hui pour construire ta roadmap pour là où tu vas aller demain. Donc, c'est tout cet ensemble-là, cet écosystème qu'il faut préparer, auquel il faut réfléchir, est très important, sur lequel il faut se renseigner. Donc, voilà. Et quand on parle de saving, d'épargner, parfois les gens pensent qu'il faut forcément mettre une grande somme. Rien que le plus petit, juste se lancer en fait. Tu peux mettre quelques euros par mois, ça peut être un début, mais juste commencer à avoir cette mentalité va vraiment permettre. Ça va beaucoup aider dans le futur. Donc, juste se lancer avec la plus petite somme. I mean, any amount, basically. Anyway, très bien. Non, mais merci beaucoup. C'était hyper intéressant comme discussion. On va passer à la dernière partie du podcast, qui sont nos recommandations. Je vais te laisser inviter du jour, Aïcha, nous faire part de tes recommandations pour le réseau. Alors moi, je pense sans surprise pour personne, je vais recommander 2 chaînes YouTube. La première... ça s'appelle Our Rich Journey. Donc en fait, c'est un couple d'Afro-Américains qui ont fait le mouvement FIRE. Aujourd'hui, ils vivent au Portugal. Ils ont pris leur retraite à 40 ans. Mais en fait, ils sont hyper transparents dans la façon dont ils gèrent leurs dépenses, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils dépensent, où est-ce qu'ils dépensent, et tous les tips qu'ils donnent pour mieux gérer ses dépenses. Et ils sont hyper transparents et du coup, ça permet de super bien comprendre tous les détails de la gestion des finances, en fait.
Et en plus de ça, vu qu'ils ont vraiment une chaîne YouTube depuis plusieurs années, ça permet de faire la comparaison entre où est-ce qu'ils ont commencé et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, sachant qu'ils ont 2 enfants. Donc, ça permet aussi de voir comment tu gères les dépenses avec une famille, etc. Donc, il y a plein d'aspects super intéressants de la vie de tous les jours qui peuvent rentrer en jeu. Et la deuxième, elle s'appelle Jo Franco. C'est une brésilienne, une afro-brésilienne qui vit aux États-Unis depuis qu'elle est assez jeune et qui a monté tout un portfolio, mais à la base, c'est pas du tout ça sa branche principale. Elle, c'est une youtubeuse, donc elle a réussi à se faire un nom sur YouTube. Maintenant, elle a plus d'1 million d'abonnés, etc. Mais elle a montré comment elle a pris cette popularité sur YouTube et les revenus que YouTube lui donnait pour diversifier ses revenus, ouvrir une compagnie qui s'appelle Shut Up and Go, qui est une compagnie de voyage, par exemple. Enfin, elle donne plein de tips intéressants aussi pour nous, parce qu'elle est jeune, elle a 27, 28 ans, quelque chose comme ça. Donc, pour que nous, peut-être jeunes femmes africaines, on puisse se reconnaître dans quelqu'un qui a un profil finalement pas si éloigné du nôtre. Yes, je vais checker tout ça. Merci beaucoup, Aïcha. Merci Du coup, beaucoup, Aïcha. je vais faire mes recos. J'ai 2 recos, moi. C'est 2 IG accounts et un livre. Le premier, donc Instagram, account, et qui a aussi un site internet, c'est @abenafrica. Vous l'écrivez comme vous l'entendez avec un C pour Africa. Qui est écrit par Sandy Abena, qui se décrit comme étant globe-trotteuse de l'Afro-World, exploratrice de l'histoire noire et dénicheuse de sorties stylées Afro-Agenda. Et là, en ce moment, avec tout ce qui se passe sur le Black Lives Matter, son profil est vraiment hyper intéressant. Elle donne plein de livres à lire pour s'enrichir, en gros, sur être noir et savoir connaître notre histoire. Et tu sais comment, genre, souvent dans les débats, tu dis « Ah, ça m'énerve de pas savoir quel argument précis répondre. » Ben, pour moi, Abenafrica, ce compte, tu peux y trouver les réponses. Ma deuxième reco IG account, c'est toujours dans cette même vibe Black Lives Matter. C'est It's Crazy Sally, qui est écrit par... elle se décrit comme étant Crazy Sally, the Afro Girl. Et elle a fait une vidéo avec plusieurs dizaines de millions de vues qui s'appelle Dear Black Kids, qui est en fait une lettre qu'elle adresse un peu aux enfants noirs. Elle est en français, avec des sous-titres en anglais, et elle est vraiment excellente. Je vous recommande vivement la vidéo. Et du coup, ma reco livre, c'est un livre en français, je suis pas sûre qu'il soit sorti en anglais, qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » par Raphaël Féminin Giordano. C'est écrit sous la forme d'un roman, mais c'est un livre de développement personnel où elle te donne, en fait, à travers l'histoire de l'héroïne, elle te donne étape par étape des tips, un petit peu des choses à faire pour changer ta vie et la remodeler comme ce que tu voudrais. I love it. Thank you. Moi, j'ai une reco, c'est actually une chaîne YouTube aussi. Ça s'appelle, je sais pas, I'm sure you guys watched it or you guys have seen it. Ça s'appelle Réussite sur Canal+. Ah oui, je connais. Ils ont leur... Exactement, c'est j'adore. ouais. Yeah, so j'aime bien, ça montre des personnes super, des entrepreneurs qui, comme nous, tu vois, ont commencé juste avec des idées, des ambitions, exactement, et elles sont africaines, ces personnes sont africaines. Et je pense que c'est une chaîne super intéressante juste pour te donner des idées, pour te motiver surtout à se lancer, en fait, à se lancer et vraiment te montrer que ça peut être n'importe qui. N'importe qui peut être chef d'entreprise, n'importe qui peut créer sa propre marque de vêtements, sa propre skincare routine et tout. Et donc, c'est juste une chaîne que j'aime bien regarder juste quand j'ai envie de me motiver ou quand j'ai juste besoin d'inspiration. So, allez-y, checkez et parlez-nous-en. Merci beaucoup, Saran. Merci. Merci Aïcha d'avoir accepté d'être notre invitée. Aucun souci, ça fait super plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. J'ai vraiment adoré faire cet épisode et parler de tout ça. Merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous avez juste à taper Powerful African Women sur vos téléphones ou ordinateurs. Visitez également notre site internet www.powerfulafricanwomen.wordpress.com pour vous inscrire au programme de mentoring, au book club ou lire nos articles. Donnez-nous votre opinion, vos suggestions et vos commentaires et partagez autant que possible PAO pour renforcer le réseau. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à powerfulafricanwomen@gmail.com. Donnez-nous votre opinion, posez-nous vos questions et envoyez-nous juste de l'amour. On prend tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas de faire ressortir la PAO qui sommeille en vous.